Salut tout le monde, vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, c'est chaque vendredi midi en direct avec vous sur le stream et puis ensuite en replay comme d'habitude à 18h sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team où vous êtes désormais plus de 16 000, on vous remercie et bientôt plus de 90 000 sur la chaîne NBA, voilà ça fait du monde et on en est ravis. Nous sommes là aujourd'hui pour vous avec un sommaire chaud bouillant avec ce petit menu, entrée, plat, dessert et bien sûr avec la First Team c'est digestif. Les toutes dernières news pour commencer l'émission en une touche avec tout d'abord l'Europa League, retour sur le choc Arsenal contre Naples, bien sûr, une bagarre à l'entraînement du côté du Bayern, on en parlera dans quelques instants. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal cette semaine, on en parle, c'est le geste surréaliste de Choupo-Moting lors de PSG Strasbourg. Alors on se posera une question ensemble, quel est le pire joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Ça, je pense que ça va bien discuter sur le chat. La récréation, bien sûr, le grand débat de la team à 5 semaines de la fin de la saison et des trophées UNFP. Nous, on décerne nos trophées UNFP-T. First Team, bien sûr. Allez, on fait le bilan de la saison. C'est parti dans quelques minutes avec des sondages et plein de sujets. On en discute ensemble de tous ces noms qui ont fait la saison de Ligue 1. Il y aura un Manu Tulésan spécial Pep Guardiola. Va-t-il s'attaquer à l'icône espagnole? On verra dans quelques secondes. J'ai bien peur. Il y aura bien sûr l'interro surprise. Et tout de suite, entrée, c'est parti. C'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est parti, c'est la classe foot, entrée, prenez place comme d'habitude, comme chaque semaine au premier rang. Et puis il va y avoir la présentation dans un instant de mes élèves qui ont révisé leur matière préférée, le football cette semaine. Une émission en famille, certes sans Erwan Abotret que l'on salue bien fort ce matin, midi, avec un grand on donne bisou. pas le secret médical. On doit pas... Aujourd'hui en plateau, je disais c'est une émission en famille parce que l'on fête le retour de Nassima Driouache après son escapade ensoleillée. Ça va Nassima? Ça va très bien. Mais si vous n'aimez pas les vacances, n'en dégoûtez pas les autres, d'accord? Pardon d'être fatigué, pardon de vouloir me reposer. Voilà. À sa gauche, Carpe Diem est son deuxième prénom. Il préfère Bruno Rodriguez à Edinson Cavani. Thomas Dufort. Ah, c'était moi là? Oui, tout à fait. We are the champion, my man! À ma droite, fidèle au poste, le gardien à un volant, la fierté du Nord, l'homme de base d'Oh My Goal, c'est Maxime Orbet. Très content d'être là, très content de retrouver Nassima qui est un peu notre soleil. Et Un dragueur. une chance sur 5 apparemment. Ça tombe bien, on est 5 On est ça. Parce que les amis, oui, on fait aparté, on se le disait hors émission. Apparemment, quand tu dragues dans la rue, tu as une chance sur 5 que ça marche. Donc Voilà. dites-nous vos pourcentages, tout ça, on parlait de ça juste avant l'émission parce qu'on est très sérieux, hein. On parle de tout. Et donc voilà. Et enfin, à la droite de Maxime, le bon verbe, le sourire contagieux, l'homme de la FFF, la voix du national, c'est bien sûr Emmanuel Moine. Et je vous confirme, les 20%, ça marche, les amis. Non, j'abuse, c'était une blague. Salut à tous. Allez les amis, on vous suit et je vous le dis avant de démarrer l'émission, avant de démarrer les news en une touche, vous êtes avec nous sur le chat, via Twitch, le stream. On vous suit vos messages, on regarde les premiers bonjours et on prend vos commentaires, vos questions et vos réactions pendant l'émission. Comme d'habitude, on est très attentif à tout ce qui se passe avec vous, également sur tous les réseaux sociaux de la First Team, le compte Twitter notamment de la classe foot, que vous pouvez foncer suivre. Allez, le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Marco van Basten. Le tour de table des dernières news en une touche, celles qui ont retenu l'attention de la First Team cette semaine. On commence par l'Europa League, le match d'hier, Arsenal qui recevait Naples. C'était le choc de ces quarts de finale aller de la compétition. Victoire 2-0 des Gunners qui ont mis 2 buts en 10 minutes. Un but chanceux, un dévié de Koulibaly pour clore ce résultat. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais plutôt un bon match d'Arsenal, Manu. Ouais, Arsenal qui performe, mais un peu comme toutes les équipes entraînées par Unai Emery, notamment à domicile. Une première mi-temps, on n'a pas du tout vu Naples. Un match qui s'est un petit peu plus équilibré en seconde période et surtout Naples qui a raté énormément devant le but, 2 balles de but qui auraient pu leur permettre de réduire le score. Alors est-ce que c'est mort pour Naples au retour? On pourrait penser que oui au vu de ce match aller, et on va finir par ce par quoi j'avais commencé, c'est-à-dire que dire que Arsenal à l'extérieur c'est beaucoup plus faible et beaucoup plus friable, donc il devrait y avoir des espaces et ça devrait nous offrir un retour à São Paulo assez incroyable. Nouvelle remontada anti-Emery, vous pensez qu'à nouveau à l'extérieur ils vont s'écrouler, que vous voyez qui passer jeudi prochain? On en reparlera vendredi prochain dans l'émission, mais Max. Moi, je pense qu'Arsenal va réussir à le faire. Emery a l'habitude en Europa League, et puis il faut dire que Naples, sur cette deuxième partie de saison, c'est assez compliqué. C'est une petite descente aux enfers comparé
aux beaux espoirs qu'ils avaient entrepris sur la première partie de saison. Même en Ligue des Champions, on se disait qu'ils allaient passer avec le PSG. Au final, c'est un peu une descente là. On a eu assez de remontada, je crois, en Coupe d'Europe. Je pense qu'Arsenal va confirmer. Et comme disait Maxime, Unai Emery a l'habitude et je pense qu'ils vont juste confirmer sur le match retour. Vous le voyez, au bout, remporter une nouvelle Europa League serait historique. Ce serait beau. Franchement, ce serait beau. Pour Emery, je pense que c'est fort. Il s'est fait dégager du Paris Saint-Germain parce qu'il n'arrivait pas à aller plus loin en Ligue des Champions. Si là, avec Arsenal, il arrive à les emmener... Oui, il était en fin de contrat. Et si là, il arrive à les emmener jusqu'au bout, je trouve que c'est plutôt beau pour Unai Emery. Une news pour Tom tout de suite qui vient de tomber ces dernières heures. Bagarre à Munich. Grosse bagarre entre Kingsley Coman et Lewandowski parce que Lewandowski n'arrêtait pas de faire des remarques aux Français. Alors est-ce que vous trouvez que c'est cool ce foot non aseptisé ou est-ce que le Français a débordé? Qui est fautif selon vous? Lewandowski, on sait qu'il a une belle haute idée de sa personne. Tom, c'est le genre de news croustillante qui te plaise? Qui est fautif? C'est difficile de déterminer vu qu'on n'était pas sur le terrain à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est sûr que les embrouilles font partie de la vie, font partie de la vie d'un groupe. On se souvient qu'au Bayern, c'est pas la première fois qu'il y a des embrouilles. Vicente Lizarazu et Lothar Matthäus s'étaient mis sur la gueule. On se souvient de Ribéry et Arjen Robben qui s'étaient mis sur la gueule. Que des joueurs en plus importants à chaque fois de l'effectif. Et que des joueurs français aussi. Oui, que des joueurs français. Évidemment, le joueur français est toujours le premier à aller défendre chèrement son pays. Non, pas du tout en fait. Mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça peut arriver tant qu'il n'y a pas de conséquences graves. Juste ce qui me surprend le plus, moi, dans cette histoire, c'est qu'apparemment, les deux ont continué l'entraînement. Et en France, on n'arrête pas de nous rabâcher cette histoire d'institution, de ceci, de cela. Bah, si ça, c'est pas un manque de respect envers leur institution, le Bayern, etc. Pour moi, ça me choque qu'ils aient continué. C'est ça qui me. Parce qu'ils leur ont fait faire du rab. Bah ouais, mais moi, ça me surprend. Pour moi, les deux doivent être envoyés au vestiaire et il doit y avoir une sanction qui doit être prise tout de suite. Si le Bayern est. On nous rabâche en France, oui, le Paris Saint-Germain n'est pas une grande institution, patati patata, sur des petites histoires. Bah ça, moi, je trouve ça. Je trouve que justement, tu montres que l'institution est plus forte, c'est-à-dire que vous pouvez vous battre autant que vous voulez. Et tu continues l'entraînement. Ouais, derrière, c'est la vision de chacun, mais pour moi, ça aurait un signe fort. Tu les envoies les deux au vestiaire et tu mets une sanction tout de suite. Et comme ça, ils peuvent continuer à se battre dans les vestiaires. Voilà, comme ça, ils se battent dans les vestiaires. Dans les commentaires, il y a d'un côté Neidinho qui nous dit ça m'étonne quand même que Lewandowski cherche la bagarre, et de l'autre côté, tu as Nomad qui nous dit Lewandowski, c'est pas la première fois qu'il s'embrouille avec des joueurs, il l'a déjà fait avec Hummels. Manu, est-ce que tu penses que deux joueurs peuvent en venir aux mains et continuer qu'il y ait une belle alchimie, une bonne osmose dans un effectif, dans un groupe? Oui, clairement, je vous rassure, ce genre de scène existe au Bayern Munich, elles existent aussi à l'USL Dunkerque qui évolue en national et qui a eu des bagarres, 3 bagarres cette année. Et pourtant, ça n'a pas entaché, on va dire, la saison de cette très belle équipe. Un autre exemple qui serait meilleur, ce serait plus Manchester 99. C'est souvent l'exemple que j'aime bien citer. Sir Alex Ferguson l'a dit dans sa biographie, ces joueurs ne pouvaient pas se piffrer, ces joueurs se mettaient sur la gueule et pourtant ils ont absolument tout gagné. On rappellera aussi qu'à Liverpool, je crois que c'était Riseux et je me rappelle plus de l'autre joueur qui était rentré de soirée comme ça, qui s'était battu à coups de club de golf. Et pourtant, ça leur a pas empêché de soulever notamment une Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça, honnêtement, moi ça me choque absolument pas. On sait que c'est des milieux qui sont pleins de testostérone avec énormément de pression. Ça peut péter et parfois ça fait du bien. Dénominateur commun entre Dunkerque, Liverpool, la bagarre. Munich. Non, la bière, la bière. Donc ça entraîne mais toujours. Mais l'un va pas sans l'autre généralement. Ouais, c'est clair. J'aimais bien mettre ça pour te battre. Bon, apparemment, c'est que des clubs du Nord. Du coup, la dernière news de la semaine de cette classe foot, on va filer dans le sud, du côté de Nice, où Patrick Vieira, Patou, reste à Nice. Il l'a annoncé apparemment, c'est lui qui le dit. C'est l'homme de base du projet. Maintenant qu'il n'y a plus de stars à la Snyder, à la Balotelli ou encore Ben Arfa, il met donc fin aux rumeurs d'un départ. C'est lui le taulier. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous trouvez en fait que c'est un peu tôt là, avant la fin de saison, que ça peut encore changer? Moi, j'y pense que je pense que c'est la vérité. Moi, j'y pense. J'y pense. Mais il parle de Nice pour l'accent. C'est pas pour l'accent. Non, pas vraiment, mais bon. Je sais pas où tu situes Nice, mais dans le sud. Non, je pense que c'est vraiment la vérité. Comme tu dis, il y a un mot important, c'est le projet. Vieira l'a dit, on voyait même dans le documentaire sur Canal+, il est arrivé pour construire quelque chose. Ça aurait été bizarre de le voir partir après sa première saison, sachant qu'il y a encore potentiellement une Europa League, une place en Coupe d'Europe à aller chercher. Ce qui faisait douter un peu, c'est qu'on l'annonçait à Lyon, on annonçait peut-être en conflit avec la direction. En vérité, je pense qu'il va rester, qu'il va construire une équipe solide. Il a un groupe jeune qui a fait une saison moyenne plus, on va dire. Donc il y a
que des belles choses à venir pour la saison prochaine. Ouais, mais il n'y a aucune certitude sur le projet niçois et c'est ça, moi, qui m'étonne un petit peu par rapport à cette annonce parce qu'on sait qu'actuellement, le propriétaire de Nice, c'est, je crois, un groupe financier chinois. On sait que Rivière et Fournier sont en train de travailler sur l'arrivée d'un nouvel investisseur et que pour le moment, le projet niçois à moyen terme, on va dire, on ne le connaît pas. On sait que Vieira voulait des joueurs cet hiver qu'il n'a pas pu avoir parce que le propriétaire chinois n'a pas voulu accéder à ses demandes. Donc c'est pour ça, moi je suis assez étonné qu'il s'exprime assez tôt. Soit il a des garanties en off que nous on ne connaît pas encore, ou soit il essaye de calmer un petit peu tout ça et en attendant de voir un petit peu ce qui va se passer au-dessus. Tu crois toi au rachat de ce milliardaire britannique ? Ça a l'air très chaud, hein. Ça a l'air très très chaud. On sait que justement le propriétaire chinois actuellement ne voulait pas vendre ou avait dit qu'il souhaitait vendre et puis finalement une première proposition est arrivée, il s'est rétracté. Je crois que la mairie de Nice est en train de se mêler un petit peu aussi de ce dossier. Moi j'y crois assez à l'arrivée de ce nouvel investisseur. Comme il y a une question qui tombe aussi dans les commentaires, on la reprend, la question de Jay qui nous dit et les rumeurs José Mourinho à Lyon, est-ce que vous y croyez ? On avait déjà répondu ces dernières semaines un petit peu que pas du tout. Est-ce que ça a changé ? Parce qu'apparemment Mourinho aurait été aperçu à Lyon dans la semaine. Tom, Nassima. Il voulait boire un petit bouteille de vin, du Beaujolais. Faire un petit bouchon, lyonnais. J'ai du mal quand même à imaginer que José Mourinho puisse arriver du côté de Lyon. On verra ce qui se passera, mais c'est vrai que le nom de Patrick Vieira est souvent ressorti et nous, ça nous plaisait plus, tu vois, ce type de profil, une grande stature. J'allais dire quelques références en tant que coach, je vais un peu loin, mais en tout cas une belle saison du côté de Nice. Donc voilà, franchement, le flou est quand même incroyable pour l'instant dans le Rhône, donc on verra. Mourinho à Lyon, ce serait exceptionnel. Vraiment, ce serait incroyable. Ne serait-ce que pour la Ligue 1, c'est une plus-value de fou. Ça va peut-être Juste recréer le nom, un peu. parce que après dans le jeu. Bah ouais, dans le nom, mais dans le nom et puis dans l'attitude aussi. Ouais. Tu vois, ça va recréer un peu cette petite guéguerre qui nous manque un peu là en ce moment en Ligue 1, vu que le Paris Saint-Germain domine un peu le championnat. Ça nous manque un peu des entraîneurs qui taclent à droite, à gauche, qui a un peu de sang, s'il vous plaît. En Ligue 1, c'est que les arbitres qui taclent. Bisous, chaperon. D'ailleurs, Tony est invité dans cette classe foot, bien sûr, pour se défendre quand il veut, parce qu'il y a eu quelques saillies dernièrement. Dans quelques minutes avant la récréation, il y aura le grand débat de l'émission consacré au trophée UNFP 2018-2019 de la First Team. On prend un petit temps d'avance parce que pour nous, ça y est, la saison de Ligue 1 est quasi bouclée. Et il y aura tout de suite le moment Oh My Goal, où on parlera bien sûr de Choupo-Moting. Choupo-Moting qui a fait l'actu avec ce geste défensif, peu commun pour un attaquant, star mondial cette semaine. Mais au fait, quel est le pire joueur ayant porté le maillot du PSG ? Quel article, quelle vidéo, quel sujet a été le plus partagé, commenté sur les réseaux sociaux de d'Oh My Goal ou le site internet ? Ça a beaucoup parlé, PSG, cette semaine. Eric Maxime Choupo-Moting, Max au menu. Ouais, bon, du C'était coup, particulièrement fort, apparemment. ouais, on peut même dire que c'est l'article qui a cliqué le plus de l'histoire de My Goal. À l'instant T, on n'a jamais eu autant de personnes connectées sur un seul article. C'est ouf. Voilà, Choupo a fait sa phase et je pense honnêtement que c'est mérité parce qu'on n'avait jamais vu une phase pareille. Donc forcément, tout le monde vient et ça attire du monde. On a C'est quand même décidé... dommage que ce soit pas un article de fond, hein, quand même, le pic d'audience de My Goal. Non, mais c'est dommage. Bah écoute, c'est à cause C'est des révélateur. audiences. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon bref. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de Lewandowski, Coman. Il n'y a pas que dans le foot. Non, du coup, on a décidé d'élargir un peu plus ce débat. On va pas parler que de Choupo, on va même l'exclure du débat parce qu'il est hors catégorie. Et la question, c'est de se dire quel est le pire joueur du PSG après cette histoire. Après Et aussi, Choupo-Moting, du coup. après Choupo-Moting, Nassima nous rappelait un truc juste avant l'émission. C'est vrai que Choupo, il a fait une semaine incroyable. Il a causé un accident, il a fait délit de fuite derrière. Enfin bref, et d'après les infos de Manu, T'avais une théorie, je crois. il avait accéléré peut-être avec le pied gauche. Vous êtes C'est vrai que jeudi, en allant à l'entraînement, il a planté sa Porsche, alors que le mercredi, il avait fait ce petit message larmoyant pour Le s'excuser pauvre. de son erreur et demander un peu, en toute humilité d'ailleurs, un peu aux supporters de se calmer parce qu'il a reçu des messages du monde entier. Alors Choupo-Moting, pas forcément le pire joueur qui ait connu le PSG dans son histoire, même s'il se fait remarquer, pas forcément donc, parce qu'on vous en a trouvé des dizaines d'autres. Tellement Et avec d'autres. vous, on veut en discuter, savoir finalement, à Paris, au Paris Saint-Germain, quel est le pire joueur de l'histoire de ce club. Alors, les amis, je crois que vous avez vos têtes, pas fétiches, j'ai envie de dire, mais vos chouchous de façon négative. Alors,
Qui sont-ils? Dites-nous déjà, comme ça, premier tour de table, qui vous a particulièrement marqué négativement à Paris? Moi, de mémoire, ça reste, pardon, hein, je sais pas si tu nous regardes, Abdoulaye Delch. Vraiment, pour moi, c'est. Il Ça a nous été regarde un- parce qu'il est de la. Il est de la un truc avec communauté notre de Thibaut présentateur, Mézirian, quoi. Ouais, c'est sûr. Sur son maillot. Non, mais Nulle attends, part. pour moi, son parcours, il a été au Paris Saint-Germain. Tout son parcours, ces 4 saisons qu'il a fait, ont été véritablement insolites. Déjà, il faut rappeler aussi qu'il a commencé au Paris Saint-Germain, son premier match au Paris Saint-Germain, il l'a débuté en tant qu'attaquant. Il a démarré en tant qu'attaquant sur un match amical face à la Guinée. Et Quoi il s'est retrouvé, Non, je vous assure, exactement, c'était à Charletti. Ouais, Son je me premier match, il a débuté en tant qu'attaquant. Ensuite, il s'est retrouvé dans les cages et alors là, non mais ne serait-ce que, enfin moi, le premier truc qui me vient, c'est le truc face à Gomis. C'est à Gerland face à Gomis. Tu mènes un 0, tu tu viens mènes faire un gros coup. C'est ça. Tu vois, c'est tout Dégagement l'aspect du honteux. match. Tout l'aspect Oh du match. là là. Tu dégages, bim, Gomis. Enfin bref, il y a plein de petits gestes, etc. Et pour moi, c'est celui qui retient mon attention. Et quand on me parle du pire joueur du Paris Saint-Germain, pour moi, je suis désolée, c'est Ah ouais, Abdoulaye. carrément. Pourtant, c'est la période à Paris où et finalement c'était son apogée. Après, il est devenu, à ce moment-là, il a réussi à devenir international. Ouais, Tu vois, avec un grand pays de foot non plus. Hein. Ça va. On respecte Ouais, le mec, le je crois que c'est Moi non plus, j'ai pas compris cette remarque. Vraiment, ça cherche la bagarre. Ça cherche la bagarre sur ce plateau, ça va finir comme Kingsley Coman et Lewandowski. Bon, on fait un tour de table rapide sur les noms que vous choisissez, on regardera après le chat et on débattra de tous ces noms ensemble. Nassima a mis des points quand même sur Edel, c'est pas mal, c'est pas mal. Manu, toi c'est quoi? Moi, forcément, c'est Everton Santos. De toute façon, le pire joueur de l'histoire du PSG ne peut être qu'un Brésilien. Parce qu'il y a eu une telle histoire d'amour entre les Brésiliens et le PSG. Que Trois apparitions. En 3 ans. voilà, tu vas chercher les pires et encore 3 apparitions. Il n'a qu'une apparition en Ligue 1, quand même, lors d'un classique au Ouais. Vélodrome. Ça, c'est quand Il même assez rentre, on incroyable. sait pas pourquoi. Et le reste, je crois que c'est en coupe. Ouais, c'est bon. Non, en fait, Everton Santos, parce qu'il représente, je crois, le pire C'est du ça, pire, ouais. du pire, du pire du Paris Saint-Germain. Une saison 2008 catastrophique. À l'hiver, il faut absolument recruter pour rassurer et éteindre un petit peu la crise. Le problème, c'est que Paris n'a absolument pas d'argent. Donc, qu'est-ce que fait Alain Roche à ce moment-là? Il appelle son ami Valdo en lui disant « Trouve-nous 2 Brésiliens ». 2 attaquants de préférence. Hein. 2 attaquants de préférence. Il en trouve 2, notamment notre ami Everton, qui déjà était rentré dans les annales un an avant en Oui. étant l'un des plus grands flops de l'histoire des Corinthians, qui était descendu en D2 brésilienne. À l'époque, il avait coûté 1 million d'euros aux Corinthians, qui arrive à le revendre, on ne sait pas comment, 4 millions au Paris Saint-Germain, recruté sur cassette vidéo. Et alors, Oui. ce garçon, le pire, c'est qu'il est pas bon, mais il est pas bon sur le terrain, mais aussi dans sa com, parce qu'il fait cette fameuse conférence de presse où il dit je suis plutôt un joueur de type Robinho, qui lui vaudra le fameux surnom que nous avait rappelé Nassima, Jean-Claude Robinho, voilà, hein, tout nommé. Et il y a cette super anecdote de Jérôme Alonso qui expliquait que, je crois, le premier entraînement qu'ils font, Jérôme Alonso discute avec Seara et lui dit c'est quoi son point faible, et Seara lui dit je crois que c'est son pied gauche, et il commence à crois faire que un c'est le tennis. football. Ouais, je crois que c'est le football. Et il commence à faire un tennis ballon et ils ne font que jouer sur son pied gauche, c'est kata. Et Alonso va le voir à la fin de l'entraînement et lui dit bah je suis désolé, c'était pour te taquiner, on a voulu te faire travailler sur ton pied faible. Oh. Et le mec sortant lui dit non, je suis gaucher. Horrible. Voilà, c'est vraiment le pire joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain parce qu'il s'intègre aussi à la pire époque du Paris Ouais. Saint-Germain. Formidable anecdote. Mais tu vois, on peut pas parler c'est- que des anciens parce que cette époque, comme tu dis, elle était terrible. Et puis il fait que 3 matchs au final sur 3 saisons. vrai. C'est ça. Tellement il était nul aussi. Ouais, non mais voilà, il était très nul, mais il a peu marqué. Puis on avait relativement peu d'attentes en joueur là, tu vois. Quand Enfin, tu pour dis les- toi, hein, moi quand il a dit que c'était le nouveau Robinho, j'ai Non, cru non, que c'était vraiment le nouveau quand il Robinho. arrive, on attend énormément parce que Bah oui, c'est ça. attends, le recrutement Ah. d'hiver de l'été, c'est déjà Elbuik, je sais plus Landrin, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est ouais, catastrophique. Ah, sacrée équipe. Mais du coup, il faut aussi s'intéresser au PSG et RQSI et sur les millions qui ont été investis sur des joueurs qui n'ont jamais fonctionné. Donc il y en a plusieurs dans la liste. Moi, il y en a un qui vraiment m'a marqué. C'est Krikoviak. Parce que Krikoviak, je me rappelle de ce mec en Ligue 1 avant qu'il parte à Séville. Et bon, c'était bien sans être flamboyant. C'était un mec qui jouait à Reims, dans une équipe de Reims qui n'était pas incroyable. Voilà, il part à Séville. Apparemment, il est monstrueux à Séville. J'avais pas assez regardé les matchs. Sous Unai Emery. Hein. Sous Unai Emery Bah ouais, bien sûr. pour faire un jugement. En tout cas, il arrive au PSG.
pour 25 millions au moins, si j'ai Juste pas de après conneries. l'euro en plus. C'est un Il rôle fait très un bon Parce euro. que tu avais 5 de bonus, je crois. Ah au ouais. cumul. Pour rappel, c'était un rôle très précis à Séville. Hein. Il avait le droit de faire contrôle-passe, remise. C'était un joueur. Non, mais c'était un joueur vraiment avec un rôle particulier. Ah ouais. Et il fait un bon euro avant de venir. Ouais, C'est important. C'est un Enfin bref, il est international. sur la pente ascendante. Les supporters du PSG se disent peut-être qu'on a enfin trouvé un 6 qui va marcher. Et il fait une première partie de saison. Mais Dantesque. cata. Ah ouais, c'est un truc de Il fou. loupe quasiment tout. On parlait du match d'Arsenal juste avant l'émission. Regardez sur YouTube son match face à Arsenal, c'est du très haut niveau. Il cause un penalty, il cause un but. Enfin bref, c'est le top du top. Et franchement, Krychowiak, moi j'en garde un souvenir exécrable. Et je pense que sa carrière depuis résume un peu son raté au PSG. Et je sais même pas où il joue là. Non mais attends, le pire c'est qu'il est toujours sous contrat avec le Bien Paris sûr, Saint-Germain. il est prêté, C'est ça ça fait le 2 ans qu'il pire. est prêté C'est au que Spartak. alors là, Au Lokomotiv. au Lokomotiv, ouais. À la fin de C'est un saison, peu ce que il l'on va truc, hein. s'engager parce qu'il y a une clause obligatoire pour qu'il aille au Lokomotiv, mais il est toujours sous contrat avec le PSG, ce garçon-là. Et il C'est prend dire qu'il est nul. 300 000 balles. Petite au cap, anecdote, on en parlait hors antenne. Allez, on peut le balancer, mais on dira pas le nom de la personne. Il y a un journaliste un peu coté qui fait souvent des interviews avec des joueurs de foot, notamment français, qui nous racontait Denis que- Balbir qui nous racontait qu'il y a 2 ans, il fait une interview de Kevin Gamero qui jouait à Séville avec Krychowiak. Et Gamero regarde cet intervieweur et lui dit mais il va vraiment signer Krychowiak au Paris Saint-Germain. Et l'autre, assez étonné, lui dit bah ouais, ça a l'air d'être en bonne passe. Mais pourquoi? Et il dit c'est l'un des pires joueurs techniquement que j'ai jamais vu évoluer dans ma carrière. Et il venait compléter le trio magique, hein, puisque avant lui, il y avait eu Cabaye, dont ensuite Stambouli. Stambouli, et ensuite Krychowiak, c'est vraiment le trio magique des C'était cata. 6. Les milieux D'ailleurs, de on terrain rêve du encore PSG, aujourd'hui. quoi. Et ce qui est marrant avant de savoir, toi, ton pire joueur au PSG, c'est que là, vous avez pris des pires joueurs, mais tous des styles différents. Il y en a un qui a jamais trop joué et qui avait jamais eu le niveau même de la réserve. Il y en a un qui a coûté cher et du coup, tu lui fais payer alors que c'est un international, mais en effet, à Paris, il a été nul. Et un autre qui a été, oui, un clown de service avec des grosses erreurs, Merci. quelques arrêts quand même, mais Ouais. finalement, il était au niveau de l'équipe de ce moment-là aussi, parce qu'elle Ouais. était cata. C'est sûr qu'il n'a pas tiré vers le haut. Et hein. voilà, il n'a pas tiré vers le haut. Dans les commentaires, on nous cite aussi Albert Banning. On est allé chercher Semak, pourtant Il joue pas avec le international PSG, russe, Banning, je crois, qui a, si. qui a marqué les. Si, il a joué, mais Je pense pareil, que cette saison, vraiment des parcimonies. Ouais. Vous avez été chercher nombreux aussi, là je vois dans les commentaires, Sergei Semak, l'international russe, qui, après avoir mis un triplé au Parc des Princes en Ligue des Champions, signe au PSG pour ne rien faire. Il y a d'autres noms qui sont revenus, comme Eric Cubillier, j'ai vu Oh aussi. ouais, Vous avez été Cubillier. le chercher loin, chapeau. Je pourrais vous citer Jean-Hugues Ateba, Kennedy, Edmilson, un Brésilien dans les années 90 aussi, qui est arrivé avec, de nulle part. Et toi, Tom, du coup, tu t'es focalisé sur qui? Moi, je suis Qui t'a choqué? Bah, alors, ça m'a vraiment choqué, parce que depuis tout à l'heure, on parle de mecs qui arrivent, qui signent, nan. Moi, je voulais vraiment parler du fleuron de la formation parisienne, qui, dans une génération merveilleuse où il y avait Grandi Ngoyi, David Ngog, Younous Sankaré et tout ça, il y avait la pépite, celui qui devait révolutionner l'attaque du Real Madrid, d'après son agent, évidemment, c'est évidemment Loris Arnaud. Loris Arnaud qui, d'après moi, est le pire joueur que je n'ai jamais vu porter ce Ne magnifique t'énerve maillot. pas, Non mais je ne t'énerve t'assure pas. qu'à chaque fois qu'il rentrait avec son style un peu chaloupé, vous pourrez demander à mon petit frère, je l'insultais, je l'incendiais, je le détestais vraiment. Alors il a pour lui un superbe but contre l'Orient, une victoire 3-2, j'étais au parc. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pas fêté un but tellement je le détestais. Mais ce gars-là avait tout de l'énorme arnaque et pourtant il a joué quand même ses 30 matchs. J'aurais adoré moi jouer 30 matchs avec le Paris Saint-Germain. Malheureusement, personne ne m'a jamais appelé. Mais le Real le voulait. Non. Son agent a dit que le Castilla le voulait. Il y avait une espèce de flou autour de peut-être que Loris Arnaud va signer au PSG, aller être dans la réserve, que ce soit au Barça ou au Real, puis ensuite. Gros, Mais il est C'était pour catastrophique. prendre la succession de Fabrice Pancrate, non, côté Ah, droit. putain, là. ouais, Mais tu ça- sais, non, mais tu sais que Fabrice, sa famille. c'est marrant parce que cette génération-là, et on en revient à la pire époque du PSG, mais cette génération-là, à l'époque, Paul Le Guen nous explique que c'est eux qui vont tirer le Bien Paris sûr. Saint-Germain vers le haut, que c'est eux qui vont aider Paris à s'en sortir. Chaco capitaine. Ouais, Sako c'est l'exception, on peut Ouais, dire. c'est clair. Et Pas Sankaré mal. peut-être aussi une Oui. demi-exception. Ouais. Mais Ça, sinon le ça, reste, aujourd'hui, Mabiala, etc. Il y a pas mal de gens Qatar. qui ont nommé aussi le fiasco du PSG au moment de choisir entre Adriano et Reynaldo. Ah On oui. ne sait pas trop s'ils ont eu la main, mais en tout cas, ils ont pris Reynaldo, non pas Ronaldo, un Reynaldo. Et perso, à titre perso, je trouve pas que ce soit le pire joueur de Non. l'histoire du Alors, PSG, même si dans tu les sais pourquoi commentaires, il y a eu quelques matchs réussis. Parce qu'une fois contre Bordeaux, il a voulu centrer. Et avec un coup de peau C'est vrai. énorme, le ballon est Il est parti rentré. directement dans les Il est buts de rentré. Ramé. Non mais c'est vrai. Après Reynaldo, je pense que c'est son appellation un peu de ces Ouais. ED. Tu sais, il y a un peu le côté PES quoi. C'est d'un sous-joueur. Je pense que c'est ça- Ronaldo, c'est ça qui joue contre lui, je pense. Ça joue En beau contre flop lui. qui a été nommé aussi Everton et Souza, mais c'était le choix de Manu. Mais il y a eu Kezman aussi, là, c'est Murphy qui nous dit ça. C'était dur. Alors que c'était un super Kezman, joueur. vous Ouais, trouvez que c'était c'est un dur des au PSG. pires?
il avançait plus. Hein. Il mettait que des mines sur péno, sinon il faisait rien du tout. T'as Ouais, la paire juste des un maillots, super joueur la paire avant. des maillots aussi. Juste ouais. pour l'histoire d'avoir jeté son maillot sur la pelouse, j'ai trouvé ça tellement unique que je ne lui donnerais pas ce trophée de pire C'est vrai. joueur, tellement je me suis dit, au moins en voilà un qui a du Tu caractère, donnerais qui, etc. toi? Perso, moi je remonterai encore plus loin parce que c'est le nom que je vais vous donner, c'est pour moi l'anti-football. C'est pour moi le reflet. Il a gagné des titres, il a fait des matchs, il a mis même un top but dans sa carrière. Je Méga pense que, top vous but dans voyez, les plus beaux buts de l'histoire de la Ligue 1. Ouais, hein. C'est vrai. il s'appelle Francis Yasser. Oh, t'es dur. Et pour moi, Il est dur. T'as pas dit. et j'estime ne pas être dur parce que c'est pour moi, mais l'anti-football. C'est que à l'agnac. Fernandez le faisait même rentrer lors de son énième retour au PSG, Ouais. juste pour prendre des cartons. Il le faisait rentrer à Ouais, c'est vrai, 88e, il disait va poser lui, bam, il allait prendre son cassé. jaune sur la première action, il n'avait pas touché la balle. Je me disais mais c'est ça le foot? Non, non. Et donc Yasser, pour moi, c'est une escroquerie. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il a symbolisé, en plus, en revenant, en repartant au PSG, les débuts de ces 15-20 ans de débâcle après 96-97, où Yasser était encore dans les parages et dans l'ombre de Fernandez. Et donc pour moi, c'est Francis Yasser. Mais vous ne l'avez pas cité dans les commentaires. Il y en a qui ont mis aussi Michael Madar, on n'en a pas parlé, Nomade. Madar, pas à ce point-là. Pas un grand C'est dur, passage. c'est non. dur, Lui et c'est Bruno dur. Rodriguez, c'est pas un grand passage. Quand même. Oh, mais c'est Mais pas ça- parmi les pires. ça marche joueurs pour, de- ça marche pour Oui, Wedek. du Paris C'est pas Non, parmi mais les pires Wedek, joueurs, quand même. Casagrande, mon gars, ils viennent au PSG. Ah oui, non, mais non, je suis d'accord, mais Christophe Revaux. je préfère Oh là Madar, là. je préfère Madar et Rodriguez à Wedek, au passage de Wedek, par exemple. Ouais, non, clairement. Il y a un commentaire de Benjigno qui nous dit Akani Akin, mais il n'a jamais joué à Il Paris. a jamais Non, joué, il a signé. médical, je crois, il se ouais. fait recaler. Et donc, du coup, c'est Boskovic qui prend le numéro 10. Ouais, Mais exact. moi, ce qui m'étonne. On aurait pu le citer, Bosco. Ouais, hein, parce clairement. Il a quand même pris le numéro 10 de Ronaldinho. Hein. Voilà. Moi, je te trouve dur avec Francis Lasserre parce que mine de rien, t'as raison, c'est pas un joueur de ouf et tout, mais il a marqué l'histoire du club. Tu vois, c'est un Ah gars qui est ouais, resté c'est 10 plutôt ans, ce côté-là, un gars qui a ouais. joué 130 matchs avec le PSG, dire que c'est le pire, c'est dur quoi. C'est des bouts, pour moi, c'est des bouts. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre le pire, parce qu'il a joué au PSG. Un mec comme Everton, je pense, c'est un, comment on appelle ça? Une erreur. Une trace, Une trace de une pneu, trace de je crois. pneu dans l'histoire du PSG. Ah là, une Et, petite, hein. et pour moi, justement, ces joueurs-là, au final, bon, ils avaient tellement pas le niveau qu'ils n'ont pas joué. Yasser faisait partie intégrante, et en effet, de l'histoire du PSG. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en pire joueur, pour moi, qui fait partie du PSG. Est-ce qu'il n'y a Voilà pas besoin pourquoi. de type de ces genres de joueurs Malgré le fait qu'il ait une tête du 77 et que c'est vrai qu'il fasse peur comme ça un petit C'est peu. dur, parce qu'il a un chenil, tu dis ça. Non, mais il vient de de 77, c'est pour ça que je dis ça. D'accord, il dit, Ah, comment mais- je le vois sur sa tête Mais non, mais est-ce que quelque part, tu vois, et on en avait déjà parlé dans cette émission, est-ce qu'aujourd'hui il manque pas des mecs un petit peu comme ça au sein de Ah si, je te l'effectif du confirme, Paris Saint-Germain? Ah si. Et donc, du coup, est-ce que si tu mets Un dans mec le- incapable parmi de les faire un tennis pires- ballon? Oh, Ouais, mais bon, Si tu mets gagnes parmi des les titres, pires- voilà, hein. Voilà. On excuse tout. On a vu Ogbeche, on se souvient tous de cette magnifique anecdote qui donc Luis Fernandez est coach et il dit j'ai complètement oublié son prénom à notre ami. Godewin ou Odewin, Obedewin, je sais pas quoi. là. Bartholoméo. Barthéléo. Ça, c'est, Ludwig Zenden ou l'autre là qui a séquestré sa femme, c'est pas le même du tout. Hein. Odewin, Opara. Ouais, je- bien sûr. Opara, ouais. Catastrophique cette Ah, histoire. ouais, ça, Et Luis Fernandez lui dit on est au milieu de terrain, si maintenant là il avait 16-17 ans, hors taxe. Oui, oui. Et il est au milieu de terrain, il dit si tu 27, marques là, 28. tu marques tout de suite sans que la balle touche le sol, et ben t'as une place dans l'effectif. Et effectivement, vu qu'il avait une bonne frappe, notre ami Barthélemy ou Ogbeche, il marque et on se retrouve en Il Ligue 1 était à rapidement. combien de mètres? Il est au milieu de terrain. Au milieu de terrain, il avait quel âge? Bah, il avait, quand il arrive au PSG, il doit avoir 17 ans. un truc comme ça. Belle Ouais, méthode de donc, management. hein, Tiens, tu vois, ouais, Luis Fernandez. parce que Les mecs qui sortent le jeu, qui si, si un attaquant n'est pas capable de mettre un ballon direct dans le but à 16 ans au PSG, c'est un peu embêtant en effet. Mais alors de là à gagner une place, comme quoi il y a des carrières qui se font sur pas grand-chose. On a fait le tour là avec tous ces commentaires en plus du pire joueur de l'histoire du PSG. Ça nous a fait sourire. On le fera peut-être d'ailleurs prochainement au sujet d'autres clubs. Vous nous les citez dans les commentaires si vous avez envie qu'on en parle dans les prochaines émissions. Ce sera avec grand plaisir. En tout cas, ouais, sur Boskovic, j'ai quand même une dernière réponse. Il a mis un doublé dans un Quel but, classico. ouais. Et on nous dit, bon, juste pour ça, c'est pas le pire C'est en joueur Coupe de du France, hein. PSG, en Coupe de France. Et c'est Bernard Mendy qui joue neuf et qui a marqué un but à la fin. Quel match. Bon, les amis, dans quelques minutes, le grand débat de la First Team, les trophées UNFPT. First Team, bien sûr, on finit comme ça. Les prix de la First Team. Mais d'abord, coupable, non coupable, Nassima est là. Et c'est bien pour ça. Sa chronique, c'est tout de suite. Pagalini ou Tourelle, à vous de choisir. Guilty. Not guilty. Laurent Paganelli, le trublion de Canal+, s'est fait remarquer à nouveau dans les travées du Parc des Princes et ça n'a pas plu à monsieur Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand du PSG. En fin de match, après PSG Strasbourg, ça a explosé. Alors Nassima, que se passe-t-il? Coupable ou non coupable? Alors dans un premier temps, pour ceux qui vivraient dans une grotte, laissez-moi vous parler un peu de Paga. Paga est un ancien footballeur pro qui est passé par l'AS Saint-Etienne notamment et qui est aujourd'hui l'homme de terrain de Canal+. Alors Paga, on le sait, c'est un véritable personnage clivant comme on
les aime ici à la First Team. Certains l'aiment, d'autres le détestent, d'autres s'en contrefichent. Mais voilà, le dimanche 7 avril, il n'a laissé personne indifférent. Alors pour vous rappeler un peu les faits, voici ce qui a causé la colère de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. C'est cette image. Laurent Paganelli au Parc des Princes, arborant fièrement le maillot de son ami Liénard. Un geste qui n'a pas du tout plu à Thomas Tuchel, qui s'en est directement pris au consultant, alors que le pauvre Olivier Talaron tentait tant bien que mal une interview d'après-match. Alors la question que nous nous sommes posée ici, c'est surtout celle de l'éthique. Paga, en tant que consultant Canal+, était-il coupable ou non coupable d'un dérapage en portant le maillot de Strasbourg dans les coulisses du Parc des Princes? J'appelle mon premier avocat, l'avocat de la défense de Paganelli, maître Benjamin. On vous écoute. Il n'est pas coupable, déjà parce qu'il n'est pas journaliste. Ensuite, Tuchel, il le prend mal parce qu'il est frustré au vu du résultat de son équipe. Paga, dans le fond, il n'a rien fait de mal du tout. En plus, les matchs, il serait bien triste sans lui, des fois, s'il n'était pas là. Un mec qui a la joie de vivre comme ça, qui est heureux d'être là et qui fait son travail la plupart du temps très bien. Je vois pas pourquoi, pour un petit truc comme ça, on lui jetterait la pierre. Comparé à certains journalistes spécialisés foot, lui s'y connaît, il est lucide souvent sur les situations. Donc pour moi, Paga, il n'est pas coupable. Hein. Enfin, en tout cas, je te le souhaite, Paga. Alors maître, le tribunal est bien conscient que les consultants ne sont pas logés à la même enseigne que les journalistes, et ça les journalistes le savent très bien, surtout financièrement. Pour ceux qui ne feraient pas la nuance, un consultant foot est très souvent un ancien sportif ayant une grande connaissance de ce sport, puisqu'il a souvent évolué dans le milieu à haut niveau, à la différence d'un journaliste qui, comme Thibaut par exemple, n'a jamais connu le haut niveau malheureusement. C'était totalement gratuit. Pardon Thibaut. Oui, c'est vrai. Il a joué un peu au foot quand même. Bah, oui, non, mais t'as pas joué au haut niveau. Bah. T'as des matchs en de Ligue Ligue 1, 1, toi. en Ligue 1. C'est là. Bah, ouais. Ah bah Parce que pardon, t'as plus de excuse-moi. matchs de Ligue 1 On les a donc loupés, pardon. J'ai plus de matchs de CFA Après, qu'Everton. Ça, c'est sûr. J'appelle désormais à la barre l'avocat des parties civiles, maître Alexis, on vous écoute. Paganelli, c'est le coupable, c'est lui qui est en tort. La réaction de Tuchel, elle est évidemment excessive, mais elle peut se comprendre parce que il est énervé, il vient de se faire exclure par l'arbitre, voilà, il réagit à chaud. Par contre, Paganelli, même si c'est un consultant et pas un journaliste, il se doit, puisqu'il est exposé publiquement, de respecter une certaine déontologie, propre aux médias, et il se doit de mettre toute opinion personnelle de côté. Et là, c'est pas le cas. Donc il faut savoir relativiser, c'est que du sport, c'est qu'une interview, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais sur le fond, pour moi, c'est Paganelli qui est coupable, quoi. Merci Alexis, et vous faites bien de le rappeler qu'il n'y a pas mort d'homme, puisqu'à la suite de ça, et après que Laurent Paganelli ait lui-même fait des excuses au coach parisien, c'est le compte officiel du Paris Saint-Germain qui a tweeté ce message avec Thomas Tuchel, maillot du Paris Saint-Germain à la main, déclarant « Voici un cadeau pour ton prochain match », ce à quoi Paga a répondu par un tweet qu'on va voir tout de suite. « J'espère que vous l'avez pris à ma taille le maillot et pas à la vôtre ». Alors messieurs, malgré cet happy ending digne d'un mauvais film français, je vous demande votre avis là-dessus. Est-ce que vous jugez que Paga est allé trop loin en portant ce maillot ou non? J'aimerais avoir votre avis avant de donner mon jugement. Et franchement, je vais prendre la parole en premier. Perso, Paga, il est dans un rôle très spécifique qui ne me choque pas à partir du moment où il le fait dans tous les sens et qu'il ne prend pas parti uniquement pour une équipe, etc. Donc, on le connaît, nous, et il n'y a pas de souci. Maintenant que Tuchel s'agace, je trouve que ça fait partie du spectacle et du show, et ça m'a plu. Et tant mieux, lui aussi est dans son rôle. Et c'est pour ça que j'ai apprécié la scène, et je l'ai vécu avec du popcorn, comme ça. J'ai trouvé ça cool. J'en veux pas à Paga, et j'en veux pas à Tuchel. Ils étaient chacun dans leur rôle, et à mon avis, il n'y a pas plus embrouille que ça. Ouais, moi j'allais dire la réciproque, et c'est un peu dans cette même idée. Je trouve que les deux sont coupables au final, parce que Tuchel n'a pas besoin de péter un câble comme ça. Il y a la frustration qui parle, et puis l'accent allemand aussi. Et mais certes, Paga, il peut le faire dans un autre moment. Donc, est-ce que c'est possible, dans votre juridiction, Nassima, d'avoir deux coupables?
Ah ouais, ça Deux existe ça. condamnations du coup. Je prends note. Je vais y réfléchir pendant qu'on écoute Manu. Non, mais j'ai vu un message passer, je m'accorde tout à fait à ce que vous venez de dire, et j'ai vu un message passer de El Paquitox qui résume tout à fait mon fond de pensée. Il faudrait parler de la déontologie de certaines autres personnes ou d'autres journalistes. Si on s'en prend aujourd'hui à Paga, qui est, comme tu l'as dit, dans un rôle spécifique, qui apporte un peu de couleur justement à ses retransmissions parfois un petit peu ternes, et ben, je pense qu'on pourrait faire le procès d'autres journalistes qui ont des méthodes qui sont bien plus frauduleuses que la sienne. Le truc, c'est que dans ce cas précis, on dit que c'est parce que c'est le PSG, ça prend cette ampleur-là. La réalité, c'est que Paga n'est pas fan du PSG. On a trouvé une photo cette semaine de lui qui posait sur Elle date d'il y a une plusieurs banderole. années, la photo. Ouais, bien sûr, mais ça changerait en fait qu'il a posé avec une banderole anti-PSG, une banderole marseillaise. Donc le problème dans tout ça, Erwan c'est que aussi, hein. Erwan a déjà fait Erwan aussi. aussi, mais lui, il n'interviewe pas les mecs pour la C'est chaîne qui passe la Ligue 1. Moi, je comprends que les gens disent que ce soit choquant, tout ça. Moi, sur le moment, j'étais un peu sur le cul. Tu vas me dire, attends, il a vraiment fait ça? Parce que le problème, c'est qu'il le fait pas pour les autres équipes. Enfin, il n'avait pas porté un maillot du PSG. Donc ça, c'est une réalité aussi dans le rôle de Paga. Maintenant, c'est pas très grave et on va passer à autre chose. Après, on peut regretter qu'il parle pas anglais, que ces questions sont pas toujours ouf. Tu vois, ça, on peut le regretter. Ça, c'est des vraies Et quand on choses. parle de déontologie avec Riolo et Ménez, il faut bien se dire que ce sont pas des journalistes, c'est des éditorialistes, c'est des mecs qui prennent des partis et on peut comprendre qu'ils soient très clivants. Voilà, donc, Et on peut comprendre aussi que les gens ne voient pas trop la frontière parce qu'à l'arrivée, en effet, c'est les mêmes personnes qui sont sur les mêmes émissions et parfois, forcément, ça peut choquer les supporters. Alors, coupable, non coupable? Eh bien, je prends note, Maxime, de votre revendication. Malheureusement, nous sommes dans le procès de Laurent Paganelli seulement et Paganelli a été jugé coupable dans les faits puisque la neutralité en tant que journaliste ou consultant doit être le maître mot, surtout sur notre lieu de travail. Et pour terminer ce procès, le tribunal a un petit coup de gueule à passer. Un coup de gueule envers l'hypocrisie de certains journalistes ou même supporters qui consiste à incriminer un journaliste ou un consultant qui aurait fait un faux pas. Alors rappelons que ce métier... Rares sont ceux qui ne le font pas par amour du football et par passion. Alors oui, derrière chaque journaliste se cache un supporter de club. Les journalistes, aussi bizarres que cela puisse paraître, sont aussi des êtres humains. Et la seule chose qu'on leur demande, c'est simple, c'est de l'objectivité et du professionnalisme. L'audience est levée. Très bien, merci Merci, Nassima. Des notions parfois un peu compliquées. Alors, Donc- tous les journalistes ne sont pas passionnés de foot. Hein. Il y en a qui font ça pour faire. Oui. Pour l'oseille? C'est ce que je Ah, disais. pour Enfin, l'antenne. pour la gloire, bien sûr. On a croisé notamment Ouais. récemment qui nous a dit moi je suis là pour faire l'antenne. Vas-y, Ouais, des bien noms. sûr. Non. On Que va le travailler frère avec de- lui. le On va frère- travailler avec lui, on peut pas. Ah, le frère de Valère, là, ça va pas mieux, c'est sûr. Ah putain. Ah ouais, Dans une j'adore prochaine les caméras. émission First Team, apparemment. Vous en saurez plus. Dans quelques minutes, Évidemment, tellement. Manu s'en prendra à l'icône espagnole catalane Pep Guardiola. Va-t-il lui vouloir du mal ou du bien? Ce sera dans Manu tu descends. Mais tout de suite, il est l'heure de remettre les trophées de la saison Ligue 1 2018-2019 parce que avec ce Lille PSG qui se profile dimanche soir, on se dit que ça y est, la saison est bientôt pliée. Les trophées UNFT First Team, c'est tout de suite. de France est championne du monde en battant le Brésil. Meilleur joueur, meilleur espoir, meilleur entraîneur, meilleur gardien, meilleur public. Voilà les trophées de la saison de Ligue 1 que l'on souhaite remettre avec vous et parce qu'on vous a demandé vos avis sur les réseaux sociaux de la First Team. Le compte Twitter de la First Team animé par Tom, il est là, vous pouvez y aller tous les jours et discuter avec nous. On vous répond avec grande passion et on a posté plein de sondages au sujet de ces trophées UNFP de la saison et vous avez répondu en masse. Alors on en est ravis. On commence donc les trophées par le meilleur espoir Ligue 1 de cette saison avec le sondage que l'on affiche, les réponses que vous avez données. Qui est-il? Voici les 3 joueurs que l'on a souhaité nommer et vous avez répondu en masse pour le Lyonnais Tanguy Ndombele devant Léao, l'attaquant lillois, et devant le latéral niçois Attal, Youssef Attal. Alors ce choix est-il bon de la part de nos spectateurs, de nos internautes, ou est-ce que ça vous semble un peu étonnant par rapport à la saison qui vient de s'écouler, les amis? Alors je pense qu'il y a une première chose à dire déjà, c'est qu'on a dû faire une sélection de 3 joueurs. Il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu être nommées dans les meilleurs espoirs. On pense à Oudin, on pense à Aouar. Il y a eu pas mal de bons petits jeunes cette saison. Moi je pense qu'au vu de ce résultat, Tanguy Ndombele profite vraiment de la notoriété qu'il a et des matchs qu'il a déjà pu faire l'année dernière, mais je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur espoir de la Ligue 1 cette saison. C'est peut-être
l'un des joueurs qui a le plus de potentiel, qui pourra aller le plus loin. Moi, je vais défendre avec beaucoup de suspense Raphaël Leao, qui est, c'est clair. non mais qui a fait Et évidemment, on joue pour Istres. Hein. Incroyable. Istres qui est en Ligue 1. Mais ouais, qui fait une saison extraordinaire. Je pense qu'on s'en rend pas compte du talent qu'on a aujourd'hui avec Leao. C'est un attaquant qui est vraiment complet, grand gabarit, qui sait allier vitesse, technique et surtout efficacité. Il marque des buts et il est arrivé assez tard. Je crois qu'il a sa première titularisation en octobre face à Caen et derrière il enchaîne. En 2019, c'était l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Et il y a le chef du centre de formation du Sporting, qui a vu passer quand même de très gros noms, notamment Cristiano Ronaldo, pour citer que lui, a dit que c'était le meilleur joueur que le Sporting a eu dans sa formation. D'ailleurs, c'est pour ça que le Sporting est en conflit avec le LOSC aujourd'hui pour récupérer les 40 millions, qu'ils ne récupéreront pas d'ailleurs. Et Leao, je vous invite vraiment à regarder de plus près. Et honnêtement, s'il y en a bien qui mérite, selon moi, c'est lui. Et je précise aux nombreux commentaires qu'il y a sur le chat qu'on a pris dans les meilleurs espoirs, on a pris les joueurs de moins de 23 ans, c'est-à-dire des joueurs en devenir. Et on ne s'est pas dit qu'on les prenait uniquement parce qu'ils étaient novices en Ligue 1, comme certains le disent en citant des jeunes joueurs. On rappelle que Mbappé, l'année dernière, est élu. Hein, donc, Mbappé, meilleur espoir de Ligue 1 l'an dernier. Nous, là, on ne l'a pas mis dans notre classement parce qu'on l'a cité dans une autre case et on ne voulait pas remettre le même prix à un même joueur. Mais voilà, c'est ces trois joueurs-là qui sont ressortis. Pour répondre à Max, perso, j'estimais que Oussem Aouar n'avait pas fait une si bonne saison que ça par rapport à celle de l'an dernier pour le mettre dans le trio de tête. J'entends le côté lillois, mais Ndombele, finalement, c'est aussi peut-être son année où il est devenu international. Manu, Nassima? Non mais Ndombele, alors moi je vais répondre à Max, je pense que Leao c'est un incroyable crack, c'est un joueur absolument fantastique et je pense qu'on va se rendre compte dans les mois qui viennent et années qui viennent que ça peut être justement l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Maintenant pour moi c'est plus un garçon qui est toujours un petit peu en post-formation. Alors qu'on a à côté de ça Dembélé qui, tu l'as rappelé, a fait une très bonne saison parce que dans les grands matchs il a été là, mais à l'image de son équipe, à l'image de cette jeune génération lyonnaise, il a été complètement inconstant, il a donné la sensation de choisir ses matchs et il a cette attitude, on a un petit peu du mal à savoir si c'est un garçon timide ou un garçon malpoli, c'est un petit peu le souci de Ndombele. Maintenant, le jeune garçon de Ligue 1 prêt à jouer dans les plus grands clubs, c'est bien lui, c'est Ndombele. Il le montre, il l'a montré contre City, il l'a montré dans tous les grands matchs que Lyon a joué en Ligue des Champions. Et il me semble beaucoup plus prêt en tout cas que Leao. Et c'est pour ça que, quelque part, je le mettrais dans ce costume de l'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est le garçon qui, une fois qu'il a pris ce trophée-là, soit il peut rester en Ligue 1 pour surperformer, ou soit partir directement pour voilà, dans un plus grand pour club. rebondir sur ce que tu dis, justement, pour parler un peu de Youssef Attal. Youssef Attal, pour moi, il ne fait pas encore partie des espoirs, ne serait-ce que par ses pépins physiques. C'est un joueur qui s'est quand même pas mal blessé. On a 3 ou 4 pépins musculaires cette saison. Voilà, je pense que Youssef Attal, c'est encore un peu tôt pour le mettre dans cette case de meilleur espoir. Effectivement, Tanguy Ndombele, je pense que le fait qu'il ait été international, etc. cette année, ça joue en sa faveur. Et effectivement, je le verrais bien meilleur espoir, au détriment de Leao, qui m'a l'air tout à fait prometteur aussi. Mais voilà, puisqu'ils font un élire qu'un, j'aurais dit. Un podium, c'est déjà Tanguy pas mal Ndombele. pour un Oui, jeune bien joueur sûr, bien sûr. comme ça. À Nice, en plus, Clairement. en milieu de tableau, enfin, là, ils sont aussi Après, en place je pour la trouve Coupe dur d'Europe. avec Attal, quand même. Je trouve dur avec Attal parce que c'est quand même un mec qui, il y a 2 ans, jouait en Ligue 2 algérienne, je crois. Non, mais oui, bêtises. l'ascension est Et folle. donc, quelque part, est-ce que tu as le même niveau athlétique, on va dire, qu'un mec qui est sorti du sacro-saint de la Et c'est pour ça formation que à je la te dis qu'il faut française prendre et son tout? temps. C'est pour ça que je te dis Et- qu'il faut qu'il prenne son temps. Et pour le coup, alors, je sais pas si c'est du bluff, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec son agent il y a quelques semaines. Et bon, c'est sans doute du bluff, je sais pas, mais en tout cas, il y a Il aussi va au Real. énormément de propositions étrangères. Alors, pas forcément le Real ni le Barça, mais il y a quelques clubs espagnols qui sont dessus. Et c'est un des garçons, en tout cas en France, qui semble avoir la plus grosse cote parmi les joueurs qu'on a découvert cette saison. Donc, On va passer au trophée du meilleur entraîneur de la saison et on répond à FR Jeanne 35 qui nous dit il reste encore 8 journées, tout peut encore changer de façon radicale. Là, ce week-end, c'est la 32e journée, donc il en reste que 6. Et en 6 journées, non, on a quand même une belle vitrine de ce qu'a été la Ligue 1 cette saison. Donc non, tout ne changera pas radicalement sur les 6 derniers matchs, d'autant qu'il y a des clubs déjà en roue libre en cette fin de saison. Le meilleur entraîneur de Ligue 1, regardez nos choix, regardez vos choix dans le sondage effectué sur
Twitter. Tom va nous dire ce qu'il en pense en premier de ce choix de mettre Christophe Galtier, parce que je ne souhaite pas donner la parole à Max tout de suite. Et Tourelle deuxième devant Guillon, révélation David Guillon, l'entraîneur de Reims, avec ce classement de la 6e place en Ligue 1. Alors ce choix, tu le trouves logique ? On a quand même 3 profils complètement différents. C'est difficile de les juger la même enseigne. Moi, j'ai du mal à ne pas mettre Thomas Tuchel meilleur coach de l'année au vu de l'écrasante domination du PSG, 20 points d'avance. Ils auraient pu être justement champions la semaine dernière. Il y a un bon match qui arrive là, au PSG Lille, ça va être très cool à suivre. Mais pour moi, c'est vraiment le meilleur. Certes, il a le meilleur effectif, hein. Mais il en a fait quelque chose cette année. Tu vois, par exemple, sur les dernières saisons, on se rappelle qu'on a Emery, lorsqu'il arrive, tu perds le titre contre Monaco et donc et l'équipe joue pas super bien. Donc Thomas Tuchel, il a vraiment mis sa patte sur l'équipe et il a performé. Donc en fait, moi j'ai du mal à imaginer quelqu'un d'autre élu. Et pourtant, Christophe Galtier mérite bien entièrement sûr, bien sa sûr. place et je vois voir même pourquoi pas être élu meilleur entraîneur, parce que ce qu'il fait avec Lille, incroyable. L'année dernière, on joue le maintien. Cette année, il joue la 2e place, il joue la Ligue des Champions. C'est un vrai coach qui a su fédérer un groupe, qui a su manager, qui a su créer son groupe avec ses joueurs, avec les potentiels qu'il avait sous la main. Et rien que pour ce qu'il a fait cette saison, rien que pour ce qu'il a prouvé cette saison, pour moi, je trouve que c'est quand même plus honorable que ce que Thomas Tuchel a fait, puisque Thomas Tuchel, il a été recruté par le Paris Saint-Germain pour aller plus loin en Ligue des Champions. C'est là où on l'attendait. Sur le match. Oui, bien sûr, mais c'est le truc qui aurait fait que si cette année il avait été jusqu'en finale de Ligue des Champions, ça fait la diff. Bien sûr que ça fait la diff. Là, il s'est encore arrêté en 8e. En huitième, pardon, j'ai encore du mal à y croire. Pourtant, ça devrait être automatique. Et Bien joué. Non, pour parler de Galtier, c'est l'entraîneur qui a certainement le plus surpris et qui a été, géré le. En fait, il avait une réputation quand il était à Saint-Etienne. Regardez ce sourire quand il en parle. J'adore. Ça me fait plaisir. c'est l'œil qui Il a pétille. raison. Il Non, faut mais le rappelez-vous laisser. que l'année dernière, j'étais vraiment le premier à le critiquer. Et là-dessus, vraiment, je retourne ma veste, entre guillemets, parce qu'il m'a surpris agréablement. Bah, juste On titre. avait une image de Galtier avec Saint-Etienne qui était fort à domicile, qui était fort défensivement. Pauvre dans le jeu. Voilà. Alors que, en réalité, là, ce qu'il fait avec Lille, c'est une équipe qui voyage bien, qui est forte à domicile, qui joue un football plaisant, pas forcément un football que de contre. J'entends souvent les observateurs de la Ligue 1 dire que le LOSC, c'est qu'un football de contre. Non, le LOSC, c'est aussi une équipe qui sait jouer la possession et qui sait marquer là-dedans. Pour autant, je pense sincèrement que le meilleur entraîneur de Ligue 1, c'est Thomas Tuchel, et c'est lui qui doit être récompensé. Donc Galtier est peut-être celui qui a le plus surpris, qui vient de plus loin, mais je pense que Thomas Tuchel a fait la meilleure saison en tant qu'entraîneur et il mérite ce trophée. C'était qui avait été élu quand Ancelotti était Galtier. C'était C'était Galtier, c'était partagé le trophée, ce qui avait été un grand scandale quand même à l'époque. Moi, je pense que c'est une grande chance pour la France d'avoir Tourelle, et on a vu ce côté cérébral, ce côté tactique qui est quand même impressionnant. C'est vrai que moi, j'avais rarement vu une équipe française, en tout cas, pouvoir changer de dispositif au fur et à mesure du match. Mais on parle quand même de 2 équipes qui ont du matos, on va dire, sur le banc et sur le terrain. Moi, je me suis intéressé à une autre équipe, c'est Reims, c'est David Guillon. On n'en parle pas beaucoup. Un garçon qui avait récupéré Reims il y a 2 ans, lorsque le club était déjà relégué. Pourtant, il était déjà à l'époque allé chercher une victoire 4-1, je crois, contre Lyon. Un garçon qui a battu le record de nombre de points inscrits en Ligue 2 la saison dernière. Un garçon qui a perdu son meilleur buteur, son meilleur joueur, son capitaine à l'intersaison, et ça ne l'a pas empêché de reconstruire l'effectif. Alors, c'est sûr que c'est pas la plus belle équipe à avoir joué de France, mais les résultats sont là, et ce garçon fait un travail absolument exceptionnel dans un club où les structures ne sont pas aussi importantes que Lille et Paris, et c'est aussi à ça qu'on reconnaît le meilleur Et entraîneur. Reims, aucune défaite face à Lille, Marseille et Lyon. Exactement, entre les gros. Il y avait un commentaire négatif qui disait ils jouent tous derrière, de toute façon à 15 derrière contre les gros. Donc Reims, ça me fait pas rêver. Un mot là-dessus, parce qu'on les a sentis quand même super efficaces. Ils ont pris des points contre ces équipes-là. Ah ouais. C'est de loin. Enfin, en tout cas, c'est loin d'être l'équipe la plus dégueulasse à regarder en Ligue 1, le Stade de Reims. Et il faut dire que si tu arrives à la 5e place de Ligue 1, si tu arrives à ne pas être défait en 2019, ils ont perdu un seul match du coup contre Strasbourg, mais ils ont perdu un seul. Je crois qu'ils perdent 4 matchs seulement sur toute la saison. C'est incroyable. Bien sûr. Tu ne peux pas reposer ça que sur un jeu dégueulasse et que sur une défense. À un moment donné, il faut aussi voir la réalité du football. Tu joues contre des équipes. Quand tu sais que Reims est invaincu, il y a certaines équipes en Ligue 1 qui vont arriver, c'est elles qui vont bétonner et pas l'inverse. Donc le Stade de Reims a été ultra offensif l'année dernière en Ligue 2.
Ils le sont un peu moins cette année, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec Manu, c'est que sur la construction de l'équipe, sur le renouvellement de l'effectif, David Guillon fait un travail énorme. T'as un commentaire qui m'a beaucoup plu, là, d'Isokak 963, qui dit Thierry Loret aurait pu être dans ce top. Bien Et en sûr. effet, dans la discussion, dans la conférence de rédaction d'hier où on discutait du sujet, je souhaitais le mettre dans le top 3. Finalement, on a mis David Guillon parce que Thierry Loret, en effet, il met Strasbourg dans les places quasi européennes en ce moment. Il remporte une Coupe de la Ligue. J'ai l'impression que c'est le haut des objectifs remplis par tu Strasbourg. m'étonnes. Ouais, Et tu il a m'étonnes, même fracassé le plafond des objectifs. Donc chapeau à eux. Et Thierry Il s'est Loret pas fait aurait- soulever cette année. Thierry notre ami Loret Thierry Loret, c'est important aurait aussi. mérité. Bon, il a fait parler de lui dans ce sens-là, mais Thierry Loret aurait largement mérité. Mais c'est à vous aussi de nous faire changer d'avis dans ce cas-là et de mettre des commentaires sur les réseaux de la First Team pour qu'on en discute. Le meilleur entraîneur, on l'a vu, donc selon vous, c'est bien Christophe Galtier, le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Alors là, je ne suis pas d'accord avec la First Team, je ne suis pas d'accord avec vous, mais voici vos résultats de sondage. Vous avez nommé Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Lopez, C'est ça le à sondage 55% premier. Mike Maignan, tu avais dit, Tom, que tu ne l'affichais pas vu que Oula. tu avais fait une énorme faute d'orthographe avec Mike Maignan et tu l'affiches plein pot. Mais bon, bravo. je vous le dis avec 42%, donc c'est Mike Maignan. Et enfin, Benitez, le gardien de Nice, avec 3 petits pourcents, malgré, alors qu'il est auteur d'une splendide saison avec l'OGC Nice. Alors, ces choix, parole aux Lillois ou pas concernant Mike Maignan qui Parole au qui- Lillois qui ou est parole au deuxième gardien? ou parole, Qui vous voulez ou parole aux Lyonnais, Manu. Chiche, Max, tu prends un autre mec qu'un Lillois là. Chiche, hein. Voilà, c'est facile. hein. C'est facile. C'est vrai hein. que dans tous les trucs, ça, Il y a toujours un tu Lillois. vois, je te promets qu'au meilleur public, je prendrai pas un Lillois. C'est clair. Non, honnêtement, Mike Maignan, pour moi, c'est un Parisien, gros. Non, non, Mike Maignan mérite, selon moi, il n'y a pas photo. Il fait une saison extraordinaire. Je l'ai déjà défendu sur ce plateau en disant qu'il avait même sa place dans les 3 en équipe de France aujourd'hui. C'était le gardien français qui avait le plus de potentiel à l'heure actuelle. Je suis assez étonné aussi de voir ce résultat de sondage. Je pense que les gens votent pour Lopez encore une fois sur la notoriété et sur le club dans lequel il joue. Parce que là, s'il y a d'ailleurs cette saison en Ligue 1, il faut dire le nombre de bons gardiens, Ah oui, c'était ça, c'est vrai. énorme. Belle Il y a saison, Matsels qui aurait pu être dedans. Il y a plusieurs gardiens. Görtner Il y a qui fait Maxime encore Corbet une aussi. Ouais, qui aurait Il pu s'est être Il s'est blessé, dedans. blessé malheureusement. ouais. Il peut pas être Alors, partout. Moi. Lopez, Mais, c'est Lopez fait énorme. quand même nombre d'arrêts décisifs à nouveau. Il est toujours dans Spectaculaire. ce profil de leader. Finalement, c'est logique quand même ce titre. Enfin, tous les gens qui défendent Lopez dans le chat mettent soit un je ou un nous dans la phrase. Là, je vois Sergi Iniesta, Lopez, il nous sauve 40 fois par match, Lopez, il nous fait ça, il nous fait ci. Donc, c'est sûr que pour un supporter lyonnais, j'imagine que Lopez est le meilleur gardien de Ligue 1. Moi, par exemple, je suis pas supporter de Nice, mais quand je regarde les matchs de Walter Benitez, mais c'est du très, 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 très haut niveau. Un mec qui n'a pas commencé titulaire cette saison. Un mec qui, contre Lyon, a fait 9 arrêts, chose qui n'était pas arrivée depuis 10 ans, s'il vous plaît, en Ligue 1. Mais Un mec... C'était qui de quoi? Il y a 10 ans qu'il avait fait Ah, je sais plus. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Je pensais que t'avais Non, non, pas du tout. Un mec qui est resté, je crois, qui a connu 642 minutes d'invincibilité. Un mec, je crois, qui a la meilleure moyenne d'arrêt sur un match. Enfin, je veux dire, Benitez, pour moi, c'est haut la main cette année. Mais c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est haut la main cette année. C'est le meilleur gardien de Ligue 1. On nous dit Anthony Lopez, trop mauvaise mentalité pour rejoindre l'équipe de France. Sache qu'il ne pourra jamais il ne pourra rejoindre l'équipe jamais de rejoindre. France. Il n'est pas français. Malheureusement. Donc voilà, il joue avec l'équipe du Portugal. C'est Bonne pas info, possible. gros, Très bon commentaire, moi ça m'a plu quand même. Mais si on parle encore du mérite, je vais revenir sur ce que j'ai dit sur Galtier et je vais dire la même chose sur Mike Maignan. L'année dernière, il était assez inconstant dans le jeu, il a fait perdre pas mal de points à Lille. Et cette saison, on le retrouve, bon après il a une défense quand même un peu plus stable devant lui, mais on le retrouve solide dans les airs, propre dans les relances. Il y a une vraie évolution et pour moi, il mérite ce titre de meilleur gardien. Sans rabaisser ou dénigrer les performances d'Anthony Lopez, mais pour moi, Mike Maignan, aujourd'hui, c'est le meilleur gardien et c'est le plus prometteur aujourd'hui en Ligue 1. On a énormément de commentaires aussi pour nous citer Edouard Mendy. On en a discuté Ouais, hier c'est vrai. entre nous. On a hésité à le mettre dans le top 3. Honnêtement. Et puis finalement, Max l'a dit, hein, c'est hyper homogène chez les gardiens. Je pourrais vous faire 10 minutes aussi pour défendre Alphonse Areola, qui a des pourcentages d'arrêt de fou. Et pourtant, il n'est pas arménien. le gars. Et il n'est pas, il s'appelle pas Aréolian. Pas encore. Et parce que Areola, au final, on met Mike Maignan devant, mais Areola est quand même international, donc ça veut dire que Deschamps est
quand même pas fou non plus. Il y aurait moyen de défendre plein de gardiens, même Lecomte aussi, de Montpellier, même si c'est un peu moins bon depuis quelques semaines, quelques mois. Il sortait d'une saison énorme et il est devenu international. Donc en France, on a vraiment un vivier de gardiens exceptionnel. On poursuit ces trophées UNFP parce que l'émission pourrait durer des heures. Le meilleur public de Ligue 1. On a enlevé Paris et Marseille parce que malheureusement, il y a des règles et elles ne sont pas suivies. Trop de fumigènes, trop de matchs de suspension. On est obligé de les sortir, même s'il y a toujours dans ces stades-là une ambiance assez incroyable. Saint-Etienne, c'est toujours sympa aussi, mais il y a eu des débordements qui font qu'on est obligé d'essayer de rester dans l'esprit. À partir de là, on a nommé qui? Regardez votre réponse au sondage. Strasbourg, Rennes et Nantes. Voilà, Nantes pour les hommages, notamment à Salah, chapeau. Il récupère 25%. Et puis, voilà, depuis la CFA, le National, la Ligue 2, ça dure à Strasbourg, une ambiance de feu, 63%. Juste un petit tour de table au sujet de ce public. C'est le public le plus marquant de Ligue 1. Strasbourg mérite cette place. Je lisais une interview d'ailleurs d'Acosta qui disait qui comparait l'ambiance avec celle du Vélodrome et qui disait que là-bas, il y avait quand même beaucoup moins de négativité. C'est-à-dire que même si vous perdez, etc., vous avez quand même l'impression que le public est toujours derrière vous. Et d'ailleurs, Kenny Lala le rejoignait et disait exactement la même chose. Donc ouais, ils méritent leur titre de meilleur public de France parce que pour moi, ils disent de rien, quoi. On leur dit merci, ils disent de rien. Donc bon, c'est vrai que c'est bravo, une tradition allemande. Mais ce qui est intéressant avec Strasbourg, c'est qu'ils ont toujours rempli. C'est ouf ça. Ils ont toujours rempli les stades, comme tu me disais, ils viennent de très loin et ils ont fait la finale de la Coupe de la Ligue cette année à Lille. Et j'ai des potes qui étaient à Lille et qui ont dit mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a autant de mecs avec des maillots bleus dans les rues? Apparemment, ils ont retourné le centre-ville positivement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout cassé, mais ils ont foutu une ambiance de malade mental. Et depuis un déplacement d'Everton à Lille, il n'y avait pas eu autant d'ambiance dans les rues de Lille. Parce que malheureusement, même avec les supporters lillois, il n'y a pas autant d'ambiance dans les rues de Lille. Attends, il y a quand même la grande braderie une fois par an. Mais Strasbourg, respect de ouf. Petit point pour Rennes aussi, et notamment sur les déplacements faits en Europa League, où ils ont montré qu'il y avait une vraie ferveur et une vraie passion autour du Stade Rennais. Allez les amis, justement les trophées UNFP de la First Team touchent à leur fin avec le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison. On a décerné notre titre, on a chacun un avis là-dessus, et vous aussi dans les sondages. Alors qui avez-vous élu entre Kylian Mbappé, Pépé, l'attaquant lillois, ou Neymar, même s'il a à nouveau été blessé? L'an dernier, c'est bien Neymar qui a remporté ce trophée. Était-ce pour le garder encore une saison de plus en Ligue 1? Maintenant qu'on est sûr qu'il est bien ancré en Ligue 1, qu'il restera aussi l'année prochaine en Ligue 1, Neymar n'a coupé que de 7%. Et c'est un plébiscite pour Kylian Mbappé. Logique, il a époustouflé à nouveau tout le monde. Il a des stats phénoménales. Finalement, il n'y a pas trop débat là-dessus, les amis? Clairement, Neymar, tu peux pas le mettre dedans parce qu'il est encore une fois trop souvent absent. L'an dernier, Ouais, mais il joue plus. Hein. Là, il a 13 matchs de jouer. Je crois que l'année dernière, il joue 25. 13 matchs, c'est quand même pas assez. Je pense que voilà, c'est un vrai match entre Mbappé et Pépé. Mbappé, tu l'as rappelé, les stats, le fait qu'il ait marqué un quadruplé sur un match très important cette année en Ligue 1, le fait que Paris ait 24 points d'avance, le fait qu'il ait changé le cours de match. Je crois qu'il y a seulement 5 matchs cette saison en Ligue 1 qu'il a disputé ou il n'a pas marqué. C'est quand même, tu vois, si on fait à l'inverse, en fait, on est obligé de prendre les choses à l'inverse avec lui tellement c'est fort. Non, voilà, c'est son année. C'est son année, d'autant que si on compare que d'un point de vue statistique, je pense que Pépé est pas très loin quand même. Tu vois, on va pas dire qu'il n'y a pas un écart. Il n'y a pas un écart béant, mais je pense que Pépé est pas très loin. En termes quand même de niveau, mais Pépé, il ne faut pas oublier, si on devait comparer les statistiques, c'est lui qui tire les pénaltys, je crois. Il a 8 buts. Il a 8 buts sur pénalty. On regarde lui là-bas. Non, parce que moi je vois parfois sur Twitter les gens qui disent Pépé c'est qu'un tireur de pénalty. Non, faut vraiment pas que ça. Non, mais tu liquides toi aussi sur Twitter. Tu dis un mec qui dit ça, tu dis oui, ouais. Je me prends des messages de haineux anti-lillois comme les haters de Lille Lille. ne mériterait pas d'être là. Enfin bref, moi je suis d'accord. Pépé, il l'aimait, ses pénaux, à la différence de Kylian. Il en a loupé un, Pépé quand même cette année. Non, Pépé fait une excellente saison, mais franchement, Mbappé, il n'y a pas débat. Je voyais dans les commentaires, Neymar n'a rien à faire là. Neymar fait quand même une excellente saison, et si on prend le meilleur joueur de Ligue 1 intrinsèquement, Neymar mérite de gagner le trophée. Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on récompense la saison, et Mbappé, il n'y a pas photo, il le mérite largement. Le tel écart, je pense qu'il est justifié. Et dans les commentaires, vous dites c'est le seul trophée où il n'y a pas de débat. Je pense que c'est vrai. Clairement. Il n'y a pas de débat. Après, à titre perso, dans ce que j'ai vu de la saison du PSG, celui qui a eu le plus d'impact, etc., pour moi, c'est Di Maria.
Maintenant, Non, tu peux pas dire ça. c'est moins impressionnant. Il met 27 buts, le gars. Mais, En certes, 25 matchs. mais Tu vois, là, il y a notamment l'impact, c'est aussi ça, quand même. Le meilleur C'est passeur de un Ligue 1, attaquant, c'est un on avançant. pourrait dire sur Ouais, mais bon, Maria. d'accord. Non, mais le truc, c'est qu'il est attaquant, mais quand tu marques des buts, il faut pas minimiser ça. Le type est incroyable, il rate un nombre d'occasions incroyable, parce que je pense qu'il pourrait être à 35-36 buts Clairement. facile, mais la réalité, c'est qu'il écrase le championnat. La réalité, c'est que lorsqu'il est sur le banc et qu'il rentre, on se souvient du match contre Strasbourg, tout change. C'est fou. Ça, c'est, tu vois, moi, c'est des trucs comme ça qui me. Tu sais, t'es là, tu regardes, tu fais putain, mais en fait, sur l'accélération, sur l'envie, sur la technique, sur la provocation, c'est un joueur totalement à part. Et s'il ajoute, du coup, ça, toutes ces qualités-là, un peu plus d'efficacité devant le but, on pourrait imaginer que ce gars-là fasse une saison à 40 buts, quoi. Et puis, Tu vois, ça on qui se est rappelle dingue. aussi de Mbappé quand il jouait en 9 l'année dernière où c'était catastrophique, Ouais. il ne marquait pas et en plus il était fantomatique. Alors certes là il y a encore une marge de progression énorme Bien sûr. pour Mbappé en 9, mais le mec ne fait que progresser et c'est surtout ça, moi je trouve que c'est la saison de la confirmation. L'année dernière il arrive, il fait déjà une très bonne Son saison. petit JR, son transfert, Voilà, tout ça. il fait Bien sûr, une ah ouais. très bonne première Ouais, saison clairement. avec le PSG et là c'est encore mieux, on lui confie les rênes de l'attaque. Il prend les responsabilités et comme tu dis, il fait les différences tout le temps. Donc, Mais il rate Dans- beaucoup, par contre, il rate beaucoup, dans- ça, c'est une réalité. Dans les Enfin, commentaires, il y a El Paquitox qui n'en revient pas, que tu as dit tout à l'heure pour le meilleur gardien, que Anthony Lopez, c'était aussi dû à sa notoriété. Aussi. Quand Max parlait de notoriété, c'est parce que Lopez joue la Ligue des Champions, que Lopez est souvent Bien diffusé sûr. aussi à la télé, qu'Anthony Lopez bah, est médiatisé plus que d'autres. Bah oui, bien Donc sûr. il n'y a rien d'extrêmement choquant à ça. Dans quelques minutes, il y aura le grand duel entre les deux premiers rangs de la classe, ici même. L'interro surprise, attention les yeux, des lots à gagner, bien sûr. Mais d'abord, tout de suite, Manu parle-t-il catalan? Aime-t-il le jeu de Manchester City? Parie-t-il sur une razzia de trophées pour les Citizens? Réponse dans Manu, tu descends. Y aurait-il comme un doute? Manu s'attaque cette semaine à une légende. Après la défaite 1-0 des Citizens sur le terrain de Tottenham mardi en Ligue des Champions, il a modestement décidé de viser Pep Guardiola. Bah voyons mon chéri. Et oui, parce que s'attaquer à Guardiola pour un journaliste qui va commenter ce soir un tour Bourg-en-Bresse en national, c'est un peu se prendre pour Einstein, voire peut-être se la jouer Samuel Eto'o, quitte à se comparer tout simplement à Dieu. Impossible de nier le grand manager, le grand tacticien, la philosophie, les idées qui font de Pep Guardiola, pour nombre d'entre nous, l'un des plus grands parmi les plus grands. Et puisque l'on connaît un peu le football, impossible de penser que ce score de 0-1 à l'extérieur soit insurmontable pour les Citizens. Mais parce que le monde entier répète à l'envi que cette année s'est quadruplée, osons évoquer notre doute en cas de déroute mercredi prochain. Guardiola l'a dit après le match, pour aller plus loin dans la compétition, il faut passer par ce genre de moment. Mais la question devient légitime, Manchester City en est-il vraiment capable? Car jusqu'ici, jamais dans son histoire, les Mancuniens ne se sont qualifiés en Ligue des Champions après une défaite à l'aller. Les précédents, face à Monaco et Liverpool, n'offrent pas plus de motifs d'espoir pour ceux qui seraient tentés de suivre le sens de l'histoire. Pingre, puni, chaos, 3 adjectifs choisis par la presse étrangère mercredi matin comme un avertissement en cas de 3e échec consécutif pour le Catalan. Et si City a montré que Tottenham est habituellement un adversaire à sa portée, on serait d'autant plus tenté de guillotiner Pep Guardiola en cas d'élimination. Alors Manu, on a tous vu mardi le côté stérile de la possession du jeu de Manchester City face à Tottenham. Quels sont les autres signes qui te font douter de la réussite des joueurs de Pep Guardiola en cette fin de saison de Ligue des Champions? Déjà, tu viens d'en parler, Thib, la possession stérile des Citizens qui se sont obstinés dans l'axe alors que l'ADN Guardiola, époque anglaise, est de magnifier l'animation sur les côtés. Et Pep est ici ultra dépendant à certains postes. Mendy, par exemple, bien trop absent du football en général depuis 2 ans, est une pièce maîtresse de l'animation de Guardiola. Et ce n'est pas la prestation de Delph, qui n'avait joué qu'un match ces 3 derniers mois, qui viendrait nous contredire. Une autre dépendance, encore une fois, celle de Bernardo Silva, blessé, on rappelle mardi, que Mahrez, acheté à prix d'or, n'a jamais fait oublier, loin de là. Mahrez, joueur symbole également des pleins pouvoirs sportifs accordés à l'ancienne colonne vertébrale du Barça, passée sous pavillon Citizen ces dernières années. Mardi soir, sa compo de départ également est à discuter, comme l'association Gundogan-Fernandinho, 2 joueurs pas habitués à jouer ensemble, ce qui laisse l'idée que Pep a un peu bricolé dans un match aussi important. Mais au-delà de ses choix, ce qui fait douter, c'est qu'il n'a pas su réagir par la suite. Les entrées de De Bruyne et Sané, notamment à la 89e minute, en sont des preuves criantes. Et si l'on dézoome un petit peu au microscope, l'impression laissée par City n'est pas bonne. La copie un peu terne, pas l'intensité,
pas l'agressivité que demande ce genre de rendez-vous, comme si les fondamentaux en fait passaient après les belles idées, comme si ces mecs s'étaient en fait un petit peu embourgeoisés. Ils avaient déjà montré contre Lyon qu'ils n'aimaient pas être un peu bougés. Les suiveurs de Première Ligue seront d'ailleurs d'accord pour dire que les Citizens ont bafoué leur football, comme si une certaine nervosité à l'approche des grands rendez-vous européens, tiens ça d'ailleurs ça vous rappellera sans doute aucun club français, eh bien les empêchait de percer leur plafond de verre. Une nervosité déjà symbolisée, on s'en rappelle l'an dernier par l'expulsion de Pep Guardiola himself face à Liverpool. Une sensation de déjà-vu peut-être, car déjà le Bayern version Pep, très sexy, n'avait pas pour autant michetonné l'Europe. Alors oui, il y a comme un doute, parce que dans le foot, on dit souvent que l'amour dure 3 ans et que tout va très vite. Mais une chose est sûre, mercredi nous livrera une réponse qui accentuera ce doute ou le dissipera. Mercredi Pep, à toi de nous répondre. Doit-on douter de toi ? Merci Manu, et nous on sera en direct un mardi soir après Juventus Ajax-Turin, en direct avec la classe foot pour le débrief quart de finale retour de cette Ligue des Champions. Tout de suite, on finit comme d'habitude en trombe avec l'interro sur. Je vais vous voter. T'as dit quoi? Comme d'habitude, Manu avec Max à la. Comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude. deuxième Comme fois d'habitude, que l'interro surprise. Justement, C'est une famille recomposée justement cette semaine. Manu et Max, Erwan, on te salue. Aide-les par la pensée, Grave. vu que tu Et nous pas par les regardes. pieds, hein. Mais pas par les pieds, bien sûr. C'est mon pied devant l'émission. Avec Nassima. On va voir qui est leader dans ce groupe. Oh, bah, parce c'est que, Thomas, ouais. parce que- Thomas capitaine. Non, son capitaine, t'es mon numéro 9, t'es mon petit Mbappé. Mon petit soleil. Comme d'habitude, les amis, les photos. Horrible. Ah ouais. Me dégoûte. Tout de suite, les photos floutées, qui est-ce? Ensuite, il y aura les qui suis-je. Et enfin, j'ai joué avec. On est parti pour 5 minutes de folie, je vous le dis. Qui a fait l'actualité cette semaine? Quel est ce joueur qui a remporté un trophée majeur en Angleterre et qui, pardon. Première photo, s'il vous plaît, les amis. Qui est ce joueur? John Terry. Drinkwater, ouais. Drinkwater, Allez, en beau effet, gosse, le 4. qui a été pris Bonjour, madame. en flagrant délit d'état d'ivresse. Et c'est pour cela qu'il a sera fait jamais Il est l'actualité. énervé, tonton derrière. Il est énervé, qu'est-ce qu'il a, lui? Lui sera jamais consultant la First Team, Drinkwater. Drinkwater. Justement, cette semaine, il a été contrôlé en état d'ivresse. Enfin bref. Ah ok. Bravo. C'est bah, pareil, c'est il est Viens magnifique. quand tu veux. C'est pour ça qu'il a fait l'actualité. Il a fêté son anniversaire cette semaine. Qui est-il, ce jeune homme? Regardez-le. Ah, c'est Blaise. Matuidi. Bonne réponse, Blaise Il Matuidi. est trop Un but mignon. partout. Non, qui a dit Drinkwater tout à l'heure? C'est nous. C'est Un nous. partout. C'est eux, Un peu c'est partout. eux. Un partout. En 1996, l'Ajax rencontrait déjà la Juventus de Turin. La Juve avait quel milieu de terrain? On a pas déjà fait ça? Comptez. Comptez, 1 point. 2-1. Pesotto, non? Non. Sidorf, Sidorf. Deschamps. Deschamps, 2-1. Ah 3-1. ouais, Deschamps, il est là, avec ses Bravo, cuisses. bravo. Ouais, Guru. Et enfin, un Mais autre. ça- Ils sont tous les trois entraîneurs de très haut niveau. Un milieu de terrain, t'as dit? Allegri. Ouais. Non. Un milieu de terrain, un Renoir? Oui. Ah non, il est pas noir. C'est dans l'ombre. Il est en bas à gauche. Là. Il est celui qui est en bas à Ah, c'est en gauche. bas à gauche. C'est pas compté, t'as dit? Putain, C'est pas Non, compté, entraîneur. c'est pas Entraîneur de Deschamps. haut niveau. Entraîneur en 96. Ah, il est entraîneur, il est passé en Italie, en France. Ranieri? Non, il est actuellement entraîneur en France. Marco Simone? Non. Entraîneur en France. Ah non, encore. Milan AC, putain, je suis con. hein. Attends, un entraîneur en France, italien? Oui, qui était à la Juve en 96, titulaire. On est bourré ou quoi? Ouais, je suis con, on est Attends, il y a bourré. un Quand tu vas entraîneur sortir, ça va faire mal. Non, mais attends, il n'est pas italien. Ah Eh, Il est pas italien, il est passé par l'Italie. Ginesio! Il n'est pas italien. Il est pas Il italien. n'est pas italien, il est passé par la Serie A. Attends. Bah attends, c'est qui ça? merde. Un entraîneur français. Il arrive en cours de saison. Paulo Sousa. Sousa, bonne réponse. Ah, Il est français pour le 6 ans? J'avoue. Non. Et non. Je vais vérifier les commentaires. Non, il n'y a pas eu de triche. Bravo, ouais, Max. pas de triche. 4 buts à 1. Bravo, Max. J'avoue Il a oublié. pris les 3 points lui tout seul. Bravo, parce qu'il n'est pas Bah trouvé. alors hein. On va là. voir un petit peu les mélomanes dans cette émission et ceux qui Ouh. nous suivent. Qui était accompagné de Diego Maradona pour jouer ce fabuleux Pelé. duo? Pelé, bonne réponse. Je On connais, sent- ouais, on sent le joueur doigté. d'expérience Il que a tu es, commencé. Thomas Dufort. Doigté. 4 buts à 2. Vrai flow. Hein. Quel joueur en 2013 a eu le tétanos? Ivanovic. Totei. Ivanovic, Ah oui, bonne Ivanovic, réponse. bah oui. 5 buts à 2. Ah, et le tétanos, bâtard. C'est vraiment un bâtard. Il a également fêté son anniversaire après les 32 ans de Blaise Matuidi. Là, c'est 56 ans pour ce joueur de Ligue 1, très connu. Alors, Lama. attends. Bravo. Ah, Bernard ouais, Lama, bravo. 6-2. Mais je suis horrible! Bernard Lama, 6-2. Putain! Nous sommes passagers de ce vaisseau, je tiens à le dire avec Nassima. Ah, clairement. Nous, on est là, on regarde. Putain, Ils ont Bernard. été tous les deux coéquipiers en club ainsi qu'en équipe de France Espoir. Qui sont-ils? Attends, Varane, Varane, ouais. Non. Attends, c'est quoi la question? Ils ont été tous les deux Ben Yedder. coéquipiers dans la même équipe Attends, en France. Ils n'y sont plus tous les deux.
Ouais. Lacazette Tolisso. Moussa Sissoko. Lacazette, et un Ben point, Yedder. 7-2. Umtiti. Grenier. Grenier, 7-3. Ah ouais, bien. Clément Grenier, Ah, mais les Alexandre mecs, ils sont bronzés Lacazette. aussi, on peut pas Manu, les on y connaître va comme ça. Bon, on va vous laisser, On hein, les moi laisse, j'ai un on petit y va. gueuleton là. 7-2. Tout de suite, je le dis, les règles changent. Ah, Dès que Manu ou Nassima marquent un point, ça C'est vaut doublé. 3 points. c'est 10 points. Aynas. Dernier qui est-ce? Je suis trop nulle. Quel est ce joueur qui a flambé? Ah oui, Je l'ai eu, Akam Choukour. Non. Zenden. Ribéry. Ribéry, bonne réponse 10-3, 10-3, ils prennent le large. Putain, mais oui, Ribéry. Bah ouais, donc- La célébration de l'avion. À chaque fois que Nassima ne marque pas de points, je te rajoute un point. Toi, ce sera 4 points ta prochaine Oh la bonne vache. réponse. Non mais arrête, t'es horrible. C'est le pire jeu, c'est le pire jeu en plus là. On te met Ça, la moi j'y pression arrive pas là. Les qui À faire suis-je quoi là? Qui Ah, suis-je Ah non, c'est trop chaud. Il reste 2 minutes d'émission. Qui suis-je? Nassima, tu es à l'arrière du peloton. Ouais, Tu n'es ça va, pas, c'est bon, tu n'es ça pas va, dans le c'est groupe bon. Eto. Faut que tu mettes un beaucoup de pédales pour Tu remonter. n'es pas dans le groupe Eto, tu le sais. J'ai Tu beaucoup. as toute notre confiance. Arrête, ça me met la pression de J'ai Merci, Match Allez, Moting. Salut. Salut tout le monde, j'ai 26 ans, je suis ambidextre. On m'a toujours comparé à Ronaldo, pourtant j'ai pas la même gueule ni les mêmes stats, mais c'est comme ça. Je suis une immense star dans mon pays et désormais un joueur respecté en Europe. J'ai quitté mon pays à l'âge de 16 ans pour un nouveau monde, un nouveau football. Et j'ai depuis Jovinko. connu Jovinko. Et j'ai depuis connu 2 championnats, l'Allemagne et l'Angleterre. J'ai été élu joueur du mois de septembre en Angleterre, Santa septembre 2016, désolé. C'est déjà pas mal, car depuis, je ne cesse de progresser. Je suis dans mon club actuel depuis 2015, 180 matchs, 65 buts. Oui, je suis un attaquant qui a fait l'actualité dernièrement. À mon palmarès, j'ai notamment gagné en 2018 les Jeux asiatiques, ce qui m'a permis Seul. d'échapper au Ah ouais, service avec militaire. Ah Bonne réponse, ouais, 4 bravo. points, 10. Attends, mais pourquoi Ronaldo? Ah, j'ai été comparé. Il l'appelle Sonaldo. Il le compare à Ronaldo dans son pays. ouais. Exactement. Heung-min Son. Et il y a 10-3, nous sommes à 17 donc, avant le dernier. Et oui, j'ai J'adore. annoncé, Ces règles, elles sont 4 magnifiques. points. 4 points. 4 points. Quand on trouve des. 4 J'adore. points par qui suis-je, je venais de le dire, C'est ouf. pour ceux qui sont étonnés. J'ai eu 30 ans en janvier. J'ai mis mon premier but en pro à l'âge de 17 ans et je suis devenu ensuite une icône dans mon pays. L'équivalent du Premier ministre et du Président de la République réunis, imaginez. Lyon, Marseille ou Lille me voulaient avant de me juger trop frêle. Bizarre, la France comme d'habitude. Je n'ai donc jamais joué en France, dommage pour eux. J'ai connu 3 pays principaux. Eto. Ouais, ce que j'allais dire. Non, j'ai connu l'Ukraine, l'Allemagne, l'Angleterre, avec beaucoup de buts et de passes décisives à la clé. L'Ukraine, l'Allemagne. Élu sur le podium des meilleurs joueurs de Bundesliga il y a seulement 3 ans. Mikou. Je poursuis aujourd'hui ma carrière en Angleterre, où j'ai croisé la route de Mourinho, d'Arsène Wenger ou de Mino Raiola. De Bruyne? Je suis... Non, Non. je ne suis pas Kevin De Bruyne. Je suis un joueur... Non, vas-y, pardon. Oui, hein. Je suis un buteur, mais souvent un ailier, créatif, titulaire, mais pas toujours, désormais dans la cité londonienne. Je porte les couleurs d'Arsenal après avoir porté celles de Manchester Mkhitaryan. United. Ah oui, Mkhitaryan, Mkhitaryan. bonne Ah, réponse. Bien joué. En fait, tu sais que tellement on en parle, Ouais. jamais tu vas le faire. Merci, ouais. Il a pas vraiment fait ça, trop bizarre. Bravo, hein, vive l'Arménie. Égalisation. Non, on est à 10, 11. 11-10 pour Nas et Tom. Mérité. Non, mais. Bon retour Bravo, à Saint-Mandé. Thomas. On prend le Super Banco à 10 points et puis on est bon, je pense. Tout va se jouer ici. Il n'y aura pas de match nul. C'est soit la victoire de l'un ou de l'autre club. Il faut jamais démarrer trop vite, vous le savez, surtout dans le Mont Ventoux. Max est en train de le payer, mais aura-t-il de la ressource dans cette dernière ligne droite? C'est la réponse maintenant avec un j'ai joué avec. C'est le money time, c'est le but en or. J'ai joué avec. J'ai joué avec Ressé. J'ai joué avec Angel Di Maria. J'ai joué avec Levin Kurzawa. Ça vous dit quelque chose? Mais j'ai également joué avec Valère Germain, Ocampos ou Rolando. Mbappé. J'ai aussi joué avec Juan Bernat, Anthony Martial, Eric Abidal. Quoi? Alors là, tu Attends, m'as perdu. attends. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que ça n'a aucun rapport. Là, ça va bien. J'ai joué avec Ressé. Ouais, bah. J'ai joué avec Di Maria. J'ai joué avec Kurzawa. Ouais. J'ai joué avec Valère Germain, Ocampos Atem Ben Arfa. et Rolando. non. Non, Roland. Ah, ouais. et Rolando. J'ai joué avec Juan Bernat. J'ai joué avec Anthony Martial. Il y a les sélections ou pas? Non. J'ai joué avec Anthony Martial, mais je peux avoir des coéquipiers en club et en sélection. J'ai joué avec Anthony Martial, j'ai joué avec Eric Abidal.
Abidal. J'ai joué avec Xabi Alonso. Hein? J'ai joué avec Robben, Ribéry, Cristiano Ronaldo, Rames, Falcao. Rames. Bonne réponse, victoire. Oh, félicitations. Ah oui, C'est d'accord. mérité. Ah, Belle mais victoire. J'étais pensé au Bravo, PSG en bravo. fait. Maxime Orbet, Ah ouais. en Ah, effet, bravo, Falcao. félicitations. Putain, j'étais sûr que c'était un joueur du Ouais, PSG. Eh oui. c'est le piège. Et oui, c'était là le piège, en effet, Bravo, Kurzawa. ouais, clairement. De même pour Ronaldo, c'est au Portugal, avec qui et non pas à Marseille. Et Juan Bernat, c'est au Bayern Munich, avec qui ils ont joué ensemble en 2016-17, Bravo. quelque chose comme ça. dur, Chapeau, quoi, merci Bravo, toute les la régie, Bravo. hein, bien sûr. Diarra, je crois À qu'il Théo au son, Tom à l'édition, Polo à la rédaction en chef, Sully à la réalisation. Merci pour cette classe foot, merci d'avoir été tous aussi nombreux aujourd'hui, d'avoir participé à nos trophées First Team de la saison, à tous ces débats palpitants, on s'est régalé nous. On revient dès mardi soir pour la Ligue des Champions, le débrief de la classe foot. Vous avez été très nombreux à nous suivre mercredi pour le débrief des matchs aller. C'était très cool ensemble. On salue Erwan, on salue toutes les équipes et on vous dit à très vite, très bon week-end sportif. Bye bye. Ciao.